La Russie vient encore de tester une arme nucléaire de capacité incroyable, comme jamais dans le passé. Un drone nucléaire au nom de Poséidon. Ouais, mes amis, c'est chaud. Je sais qu'on ne le remarque peut-être pas, puisqu'on a parlé tellement d'une chose qui est la Russie, on ne remarque plus l'ampleur. C'est une histoire qui arrive très souvent. Vous savez, on perd la sensibilité d'un sujet au fur et à mesure qu'on l'entend. En d'autres termes, pour une personne qui travaille à la morgue, par exemple, le fait de voir des corps sans vie régulièrement lui fait perdre cette sensibilité qu'il avait au passé. Donc, quand il voit un corps sans vie, ça ne lui fait absolument plus rien. En tout cas, si pas plus rien, il n'a plus les sensations qu'aurait une personne normale qui, devant soi, trouve une personne sans vie. Alors, le même sujet est applicable en ce qui concerne la Russie. On en a tellement parlé, vous en avez tellement entendu parler, qu'on ne réalise plus l'ampleur et le sérieux autour de cette histoire. Nous arrivons à un point capital, bouillant. En effet, quelques jours plus tard, après avoir testé Bourevitchnik, la Russie vient de tester le Poséidon, un drone sous-marin à propulsion nucléaire, capable de transporter une charge nucléaire. Le président Vladimir Poutine a affirmé que ce drone est impossible à intercepter. Donc, comme le Bourevitchnik, celui-ci, le Poséidon, est aussi impossible à intercepter. Et il peut plonger plus profondément et se déplacer plus rapidement que n'importe quel sous-marin. For the first time, we succeeded not only in launching it from a submarine using its booster motor, but also in igniting the nuclear propulsion system, which the vehicle used for a certain period of time. This is a tremendous success. Et qu'il peut atteindre n'importe quel continent. Un drone sous-marin capable de profondeur inouïe qui peut bouger à une vitesse inouïe et atteindre n'importe quel continent. Alors, à quoi sert le Poséidon? On se pose la question de savoir. Si on a des missiles comme Bourevitchnik, comme Orichnik, pourquoi on a besoin de Poséidon? Poséidon est différent. En quoi c'est différent? Le Poséidon est conçu pour déclencher des explosions nucléaires sous-marines pouvant potentiellement provoquer des tsunamis radioactifs près des villes côtières. Vous connaissez les tsunamis, n'est-ce pas? Ça, c'est un tsunami. Regardez-moi ça. C'est malade, n'est-ce pas? Maintenant, imaginez un tsunami radioactif. Il n'y a pas de pire façon de mourir. Et personne ne peut survivre. Évidemment, les relations mondiales coulent à flot. Les dirigeants occidentaux, dont le président Trump, ont condamné ces essais comme provocateurs et déstabilisants. Généralement, quand c'est eux qui font des tests, là on ne dit rien. À chaque fois que c'est une entité extérieure, là c'est provocateur. Alors les analystes militaires de l'OTAN ont dit que ces armes pourraient contourner le système de défense antimissile traditionnel, modifiant ainsi l'équilibre stratégique mondial. Donc évidemment, comme vous le savez, comme il y a des systèmes de défense de missiles sur Terre, il y a aussi des systèmes de défense de missiles sous-marins. Alors, cette arme ici, le Poséidon est capable de battre ces systèmes de défense des missiles. Alors, je pense qu'il est important de parler du moment choisi. Pourquoi est-ce que M. Poutine tire 2 missiles à la fois? Parce qu'il y a à peine quelques jours, il venait de tirer le Bourevitchnik, un missile de capacité incroyable. Le Bourevitchnik, évidemment, c'est un missile capable de voler pendant 15 heures de temps et parcourir 15 000 kilomètres. And now the decisive tests are complete. A great deal of work remains to be done to put these weapons on combat alert. That's clear. All the regulations need to be met. Nevertheless, the key objectives have now been achieved. 15 heures de temps et 15 000 kilomètres. Donc ça peut rester dans les airs pendant plusieurs jours et ensuite frapper. Le Bourevitchnik. Pourquoi il le fait directement? C'est vrai, quelquefois quand on veut faire preuve de ses forces, on peut montrer un biceps. On n'en montre pas 2 directement, n'est-ce pas? À moins qu'on veuille vraiment passer un message urgent, n'est-ce pas? À moins qu'on veuille faire de la déterrence. On essaie d'avertir directement une personne. Faites très attention, j'ai ça. Faites très attention, j'ai aussi ça. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui se passe que vous ne comprenez peut-être pas? L'OTAN, il y a quelques jours, a fait son entraînement en Hollande, un entraînement nucléaire de préparation commune. 14 pays étaient participants et ils ont fait des entraînements, évidemment, à la tête. C'était quoi comme ennemi? La Russie. Les Russes se préparent aussi. Alors, l'un des messages essentiels que M. Poutine essaie de passer à Trump est évident. C'est lequel? Le traité STAR, les amis. Le traité STAR ou encore le Strategic Arm Reduction Treaty. C'est une série d'accords bilatéraux qui étaient signés entre les États-Unis et l'Union soviétique à l'époque. Ensuite, la Russie. Ça avait quel objectif? L'objectif était simple. Réduire et limiter les armes nucléaires stratégiques. Donc, chaque pays entre les États-Unis et la Russie devrait avoir un maximum de 1550 missiles de croisière avec tête destructif. Et aussi, ils avaient un système de contrôle, évidemment. Chacun passait un rapport vérifié pour s'assurer que ce traité était respecté. Et ce traité expire au mois de février.
OK, au mois de février, évidemment, c'est un traité renouvelable chaque 10 ans. Et là, il y a des intentions qui ont jailli selon lesquelles il n'y aurait pas extension de ce traité. Alors, M. Poutine, d'une façon très claire, essaie de passer un message des gens. Vous avez intérêt à venir autour de la table pour discuter sur ce traité. La Russie a promis de déployer l'Orychnik au mois de novembre. Vous vous souvenez d'Orychnik? C'est ce missile très rapide capable de porter 6 têtes nucléaires. On s'est servi d'Orychnik pour faire peur à l'Ukraine récemment, pour leur faire fermer la bouche quand ils avaient frappé directement dans le territoire russe. La Russie a également annoncé le déploiement opérationnel du missile Sarmat. Nous nous considérons en droit d'utiliser nos armes contre les installations militaires de certains pays, ceux qui fournissent leurs armes pour nous attaquer. Donc, ce sont des histoires qu'ils avaient au dépôt. Maintenant, là, on les a sortis. Alors, pourquoi tout ça? Pourquoi on monte ces muscles? On se pose la question. Ces annonces, évidemment, ont été faites après l'effondrement des discussions entre les États-Unis et la Russie. Rappelez-vous, il y a quelque temps, ils étaient censés se rencontrer à Budapest pour des discussions sur la fin de la guerre en Ukraine. Il s'agissait ici préalablement de trouver un moyen de faire un cessez-le-feu. Mais il y a eu discordance. Qu'est-ce qui s'est passé? Trump voulait qu'il y ait un cessez-le-feu immédiat et sans condition. Si je suis honnête, la seule chose que je peux dire, c'est qu'à chaque fois que je parle avec Vladimir, j'ai des conversations intéressantes, mais elles ne mènent nulle part. Nous avons annulé la rencontre de Budapest avec le président Poutine. Je ne le sentais pas, je n'avais pas l'impression que nous allions atteindre notre objectif. J'ai donc annulé, mais nous le ferons à l'avenir. Poutine, par contre, voulait qu'on respecte les conditions avant le cessez-le-feu. Poutine a des conditions qu'il veut voir respectées avant d'appliquer le cessez-le-feu. Sinon, disait-il, ce serait un peu comme Gaza, où on a eu cessez-le-feu, mais pour n'avoir pas traité les conditions préalables, ils sont dans un cessez-le-feu, mais toujours en train de s'entretuer. Alors, quelles sont les demandes de Poutine? La Russie veut la capitulation complète de l'Ukraine, c'est-à-dire le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, avait réitéré autrefois disant que Moscou n'accepterait aucun cessez-le-feu en court terme. Si l'Ukraine ne se soumet pas à ces conditions équivalentes à une capitulation totale. Ça, c'est Lavrov qui a dit. Secondo, la Russie insiste sur une paix stable à long terme, rejetant tous ces cessez-le-feu qui ne feraient que suspendre le combat sans résoudre le conflit définitivement. Évidemment, quand vous faites un cessez-le-feu sans résoudre le problème, vous aurez certainement encore le problème. Mais pourquoi est-ce que vous désirez avoir un cessez-le-feu si vous êtes en train de gagner un combat qui, en fin de compte, ne sera pas résorbé? Il vaut mieux continuer de se battre que de donner à son adversaire le temps de respirer et de se reconstituer, n'est-ce pas? La Russie veut des garanties. La Russie demande des engagements contraignants à Washington pour limiter l'expansion de l'OTAN. La Russie veut des engagements signés de Washington disant qu'il n'y aura pas expansion de l'OTAN et de réduire le soutien militaire occidental à l'Ukraine. Donc l'Ukraine ne devrait plus avoir des armes au-delà d'un certain niveau. Donc la Russie a 4 conditions majeures, sans lesquelles il n'y aura pas signature de traité, sans lesquelles il n'y aura pas signature de cessez-le-feu. Mais Donald Trump et ses amis américains et européens veulent un cessez-le-feu immédiat. Et c'est la raison principale pour laquelle ils n'ont pas pu s'accorder. Alors là, qu'est-ce qu'a fait Trump? En partant, il a promis à l'Ukraine de lui autoriser de frapper à l'intérieur de Moscou avec ses armes. Quelques temps plus tard, Poutine a frappé Borisvechnik. Quelques jours plus tard, il a frappé Poséidon. Alors c'est un message clair ou pas? Je pense qu'il faut aussi voir en arrière pour comprendre ce qui s'est passé. Le 1er mai 2018, Poutine avait annoncé que la Russie possédait 5 nouvelles armes nucléaires capables de contourner la défense antimissile américaine. Évidemment, avec le temps, avec ce qu'il est en train de nous montrer aussi, c'est une affirmation qui semble aujourd'hui être confirmée. Ils en ont les capacités. Je vous rappelle aussi que lors du test de l'Orychnik, l'ancien conseiller américain de la sécurité nationale, M. H.R. McMaster, je crois, avait commenté que les États-Unis n'auraient pas de réponse pendant au moins 15 ans. Donc ce monsieur-là, c'est une personne crédible. S'il peut dire que les États-Unis n'auraient pas de réponse pendant au moins 15 ans, il sait de quoi il parle. Les remarques précédentes de Trump, évidemment, sur le système de défense antimissile américain, le Golden Dome, qu'il a promis de placer pour protéger les États-Unis, qu'il disait invincibles, sont désormais ralliés à la lumière de ces tests russes. Donc, les missiles russes vont détruire ce dôme de fer. Alors, autre chose qui a vraiment énervé Poutine sont les nouvelles sanctions américaines. Récemment, il y a eu sanctions sur des institutions russes. Les nouvelles sanctions ont été imposées sur des géants pétroliers russes tels que Rosneft et Lukoil.
Et ces deux entités apportent le clair de l'argent russe jusque-là. Alors ça a énervé Poutine. Ce sont des énormes sanctions contre deux de leurs plus grosses compagnies pétrolières. Et nous espérons qu'elles seront de courte durée et que la guerre sera réglée. C'est une chose qu'il n'a pas aimée. Évidemment, après l'effondrement du sommet prévu à Bucarest et cette tension croissante, l'OTAN faisant ses entraînements nucléaires, la Russie voulait vous montrer de quoi il est capable. Donc nous sommes à un point névralgique de l'histoire. Je pense qu'il est très important de faire très attention sur ce qui se passe. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. La leçon est simple. Un ennemi aujourd'hui, c'est un ennemi toujours, ne vous trompez pas. Un ennemi aujourd'hui est un ennemi pour toujours. Un ami ne peut jamais te faire la guerre, jamais de la vie. Jamais un ami te ferait la guerre, jamais. Un ami peut se fâcher, il peut être en colère, il peut se retirer pendant un temps, mais jamais il ne te fera la guerre. Si un ami te fait la guerre, même s'il vient s'excuser, il faut l'excuser en distance. Si un ami te fait la guerre, même s'il vient s'excuser, il faut l'excuser à distance. Notre objectif ici a toujours été celui d'apprendre, de grandir et de tirer des leçons importantes. Aujourd'hui, on parlera très rapidement de Trinidad et Tobago. Vous connaissez? Voilà. Ensuite, on va parler du Niger. Au Niger, on a augmenté le salaire minimum des gens. Je pense que c'est une histoire très intéressante qu'il faudrait suivre. Ensuite, on parlera de l'Albanie. L'Albanie vient d'embaucher son première intelligence artificielle en tant que ministre de l'intelligence artificielle. Officielle et enceinte de 83 petits. Incroyable comme histoire. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. Avant de commencer, est-ce que je pourrais vous demander de faire ça? Faites ça s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. C'est fait? Génial. Nous parlons ici de Trinidad et Tobago. Vous connaissez ce que c'est? C'est là sur la carte. Trinidad et Tobago, vous pensez à qui? Pensez à Nicki Minaj, voilà. Cherchez Nicki Minaj. Ils ont un gros problème avec le Venezuela. Voilà le Venezuela sur la carte. Voilà Trinidad et Tobago. Un gros problème, pourquoi? Le Venezuela, au fait, vient de déclarer la première ministre de Trinité et Tobago, Kamla Persa Bissarad, persona non grata. À partir du 28 octobre, cette décision lui interdit d'entrer sur le territoire vénézuélien et marque une forte escalade de tensions diplomatiques entre les deux pays. Venezuela vient de déclarer pour la première ministre de Trinidad, de Trinité et Tobago comme persona non grata. Déclarer cette dame qui rampe comme un ver persona non grata pour cette République. Qui est le berceau des libérateurs? Parce qu'on l'accuse d'avoir participé à un complot criminel avec l'armée américaine, dans l'objectif de déstabiliser le Venezuela. En effet, nous savons tout ce qui s'est passé récemment. Nous savons que le Venezuela et les États-Unis d'Amérique ne s'entendent pas du tout, surtout M. Trump, à l'égard de cette situation. Comment on peut expliquer ça? Le Venezuela, dans le passé, travaillait avec les États-Unis sur le plan commercial. Les Américains avaient beaucoup d'investissements au Venezuela, jusqu'à l'arrivée d'une révolution intellectuelle au Venezuela, où on a jugé qu'il était important pour le pays de se transformer, de changer son système d'un système capitaliste à un système socialiste. Ça veut simplement dire, le Venezuela a décidé de prioriser ses enfants. C'est-à-dire le commerce, le business, tout ce qui a comme richesse du Venezuela doit d'abord profiter aux Vénézuéliens et non aux gros business étrangers. Comprenez aussi que chaque pays dans le monde est un marché. C'est simplement ça. Chaque pays est un marché. Si votre marché est fermé aux business internationaux, vous devenez l'ennemi. Et généralement, c'est là qu'on appelle votre président dictateur et on vous apporte la démocratie. Alors, le Venezuela a refusé d'ouvrir sa porte. Rappelez-vous encore une fois ici que le Venezuela est le plus grand producteur de pétrole dans le monde, beaucoup plus grand que l'Arabie Saoudite. Et le Venezuela, refusant de coopérer avec les États-Unis, a créé ce climat hostile des Américains à son égard. Récemment, je ne sais pas si vous avez vu, Donald Trump a bombardé des bateaux, des gens qu'il a accusés d'être transporteurs de drogue. Était-il transporteur de drogue? Point d'interrogation, on ne le sait pas. Il est même allé au point de dire que ces personnes étaient affiliées au président vénézuélien directement. En d'autres termes, le président vénézuélien, c'est lui qui envoie des bateaux de drogue aux États-Unis d'Amérique. Bizarre, n'est-ce pas? Alors, après avoir appliqué cette pression sur le Venezuela et que le Venezuela n'eût pas répondu comme Trump l'aurait voulu, il a envoyé des navires de guerre autour du Venezuela dans une quête d'intimidation. Imaginez-vous, vous êtes chez vous à la maison, quelqu'un vient avec ses potes, se met devant la portail de votre maison disant tu ne sors pas. Ou enfin bref, on est là. On veut juste te faire savoir que nous sommes là. Et c'était un peu ça. Le Venezuela en effet a envoyé son avion de guerre pour aller jeter un coup d'œil sur les bateaux américains qui étaient là. Les Américains ont averti disant si vous osez encore on va vous détruire. Mais c'est chez eux à la maison. Comme chaque humain, généralement on pense avoir des bonnes relations et des bonnes correspondances avec nos voisins. Voir que son voisin soudainement accepte de recevoir un bateau américain, un bateau de guerre destiné à aller détruire le Venezuela, a été évidemment la raison pour laquelle le Venezuela a réagi directement, disant « on te considère comme ennemi ».
Si tu es vraiment mon ami, pourquoi accepterais-tu une personne venant d'ailleurs? L'Assemblée nationale du Venezuela a affirmé que Persal Bisesera, la première ministre de Trinité, a soutenu l'arrivée du destroyer américain USS Garvely près du port au Spain, interprétant cela comme une menace à la souveraineté vénézuélienne. Rappelez-vous ici que la distance entre ce port au Spain, au Venezuela, ce n'est que 11 km. Donc, comment tu peux accepter la présence d'un ennemi à votre voisin? Le voisin, c'est le frère. Quand tu acceptes la présence d'un ennemi du voisin, tu n'es pas un frère. Je pense qu'il y a une leçon très intéressante ici. C'est une leçon forte. Quand on dit, l'ami de ton ennemi n'est pas ton ami. Il faut le retenir. Il faut pas mâcher les mots. Il faut pas excuser cela disant, oh, peut-être qu'ils ont coopération, ils se sont non. L'ami de ton ennemi, ce n'est pas ton ami. Tu n'es pas obligé d'entrer en guerre avec lui, mais tu es obligé de rester sur tes gardes et être très clair et placer les barricades. Le Venezuela a été très clair. On l'a déclaré persona non grata. Évidemment, la première ministre a réagi. D'un ton moqueur, la première ministre Persal Bisesera a réagi avec sarcasme, disant « Pourquoi pense-t-il que je voudrais aller au Venezuela ?» Donc, elle n'a pas voulu chercher à savoir pourquoi il y a persona non grata contre elle. Elle n'a pas voulu chercher à arranger avec son voisin, mais elle a fait un commentaire disant « Pourquoi pense-t-il que je voudrais aller au Venezuela ?» Cela démontre immédiatement qu'elle était en effet en train de conspirer avec les ennemis du Venezuela ou pas. Encore une fois, l'ennemi de votre ennemi n'est pas votre ami. Il faut savoir se positionner. Et maintenant, nous partons au Niger. Au Niger, bravo au Niger. D'abord, sans dire quoi que ce soit, on va faire un bravo au Niger. Allez, Pigama Kofi. Le Niger a augmenté son salaire minimum national de 39,8%. Félicitations au Niger, le faisant passer ainsi de combien? De 30 047 francs CFA à 42 000 francs CFA par mois, à partir du mois d'octobre 2025. Félicitations au gouvernement nigérien, un gouvernement qui a été critiqué à son arrivée. C'est vrai, de 30 000 francs CFA à 42 000 francs CFA, ce n'est pas beaucoup d'argent, mais c'est quelque chose. Okay? Si on met ça sur dollars pour que ceux qui ne sont pas du franc CFA comprennent, 30 000 francs CFA, c'est à peu près 53 $ le mois. Et maintenant, il a ajouté ça à 74 $. C'est vrai que c'est pas beaucoup d'argent, mais comprenez que c'est le salaire minimum. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui gagnent beaucoup plus que ça. Vous comprenez? Il y a manifestement des gens qui gagnent beaucoup plus que ça, mais un salaire minimum au moins de 74 $. Je pense qu'il y a des pays ici en Afrique où les militaires ne gagnent même pas 100 $. Donc on peut pas s'en moquer. Donc c'est ça. Moi je pense que c'est une très bonne chose. C'est un très beau départ parce que c'est un gouvernement pas élu démocratiquement. Mais on sait voir clairement que depuis qu'ils sont arrivés, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Qu'est-ce qui a changé par exemple? Le prix de l'uranium qui à l'époque était à 0,8 $ le kilogramme, aujourd'hui est vendu à 200 $ pour le bénéfice du peuple nigérien. Les contrats mal signés avec des organisations étrangères ont été revus et réinstitués. Une organisation chinoise qui exploitait le pétrole nigérien, où il favorisait des Chinois qui étaient payés beaucoup plus que les Nigériens, a vu plusieurs de ces éléments renvoyés en Chine. Pourquoi? Parce que le traitement à l'égard des Nigériens sur place était inadéquat. Donc le gouvernement nigérien est en train de combattre pour les Nigériens. Contrairement à certains pays ici en Afrique où on t'insulte pour l'Indien et on te jette dehors, des fois on t'emprisonne pour l'Indien. C'est ça. On ne respecte pas le local. On fait tout ce qu'on peut pour respecter, pour faire valoriser le chinois, le blanc, mais le noir c'est ça la fraternité. La fraternité c'est pas un bout de papier. La fraternité c'est dans les actes, c'est dans les actions. Ton frère est seulement celui qui défend tes intérêts. Le frère n'est pas celui qui te critique. Au fait, beaucoup de gens pensent que parce que vous avez un passeport similaire, ils ont le droit de te critiquer. Absolument pas. Ils sont des total étrangers dans ta vie. En effet, des gens venant d'ailleurs peuvent être plus de frères que ces gens qui partagent ton passeport. Le passeport, c'est quoi? C'est un bout de papier qui peut être changé. Ce n'est pas un briquet sur la tête de quelqu'un. Personne n'est né avec un drapeau ici. La fraternité se prouve continuellement. Comme je disais précédemment, l'ami de ton ennemi, c'est ton ennemi. Ton ami et ton frère est celui qui combat pour tes intérêts. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup d'argent, mais c'est déjà un beau départ, n'est-ce pas? Ceux qui bénéficient de ceci sont tous les travailleurs à temps plein. Le nouveau salaire s'applique à la fois dans les secteurs privés et les secteurs publics. Partout. Gardiens, jardiniers, agents de sécurité, il faut les traiter avec respect. Ceci aussi est fait dans l'objectif de renforcer le pouvoir d'achat des travailleurs et de promouvoir la cohésion sociale face aux hausses de coûts de la vie. Bravo au Niger. Maintenant, nous partons en Albanie. En Albanie, un truc très intéressant se passe. L'Albanie est devenue le premier pays au monde à nommer une entité générée par l'intelligence artificielle. On l'appelle DEILIA, comme ministre de gouvernement. Intelligence artificielle. Vous aimez l'intelligence? Il faut d'abord faire des recherches sur d'où vient l'intelligence artificielle. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont muets, si pas muets, aveuglés par la technologie. Toute technologie n'est pas ce que vous pensez. L'intelligence artificielle n'a rien d'artificiel. Je me tais parce que les gens seront choqués. Allez faire vos propres recherches. Est-ce que vous avez remarqué qu'aujourd'hui des vidéos, vous allez voir la plupart des vidéos, surtout des vidéos dans des églises, n'est-ce pas, où le pasteur est en train de chasser un démon et il y a un truc qui sort, tout ça, ça monte. Et c'est très réaliste. Comparez l'intelligence artificielle telle qu'elle était il y a de cela 1 an. En tout cas, les vidéos générées par rapport aux vidéos d'aujourd'hui. C'est le jour et la nuit, n'est-ce pas? Une très grande différence. Très bientôt, vous ne pourrez plus faire la différence entre les faits vrais et l'intelligence artificielle. Donc, quelquefois, il y aura des situations où les gens sont massacrés pour de vrai, des génocides pour de vrai.
abusive pour de vrai, mais les gens diront que c'est quoi? C'est l'intelligence artificielle. Donc ça sèmera la confusion totale, ok? En Albanie, c'est déjà fait. Ils ont un ministre, une ministre en tout cas, fait par intelligence artificielle, ok? L'objectif, c'est quoi? Le ministre d'État chargé d'intelligence artificielle, nommé en septembre 2025. Elle supervise les réformes de la passation des marchés publics dans le but d'éliminer la corruption et garantir la transparence totale dans les appels d'offres gouvernementaux. En d'autres termes, on l'a placé pour éviter la corruption. La corruption qu'on voit généralement en Afrique, c'est inouï. Donc, ces objectifs, c'est... On va essayer d'expliquer un peu les appels d'offres gouvernementaux. C'est quoi? Généralement, un gouvernement peut vouloir construire un hôpital. Mais le gouvernement ne construit pas d'hôpital. Ils ont besoin d'un middleman, d'une personne apte à le faire. Le gouvernement pourrait vouloir construire des routes. Le gouvernement ne construit pas de routes. Ils ont besoin d'un middleman pour faire ce travail. De même pour les écoles, les rails et tout le bazar. Mais généralement, ces personnes qui prennent ces contrats sont des gens généralement pas toujours honnêtes. Okay? Parce que ils font leur travail sur base de surpris, c'est-à-dire peut-être que pour effectuer le travail de construction de route, il faudrait simplement, je donne un exemple stupide, $1 million. Ils demanderaient peut-être $50 millions pour le travail. Et en fin de compte, il se servira peut-être de $700 000 pour construire la route et le reste de l'argent ira dans sa poche. Quelquefois, ces appels d'offres sont offerts à des gens qui sont complètement incompétents, mais simplement parce qu'ils sont liés à un membre de gouvernement sur le plan familial. C'est-à-dire, les membres de gouvernement en Afrique, généralement, donnent des contrats à leurs membres de famille. Ce sont des choses que vous voyez partout en Afrique. C'est ça la tristesse. Les Africains ne sont pas aptes à la démocratie. Non, mentalement, vous êtes derrière, vous n'avez pas les capacités pour faire la démocratie. Et généralement malhonnêtes. Il faut vous dire la vérité, vous êtes généralement des malhonnêtes. Les Africains sont généralement des malhonnêtes. Quand vous leur placez au pouvoir, pour position de force, ils sont le premier à persécuter leurs propres frères, c'est ça. Et ce ne sont pas tous les Africains, ce sont les Africains bien précis, là. Les Bantous, généralement, persécutent leur... Voilà pourquoi il n'y a pas de démocratie. En effet, c'est quoi? Ils savent que si on vous donne le pouvoir, vous ne nous rendrez pas le pouvoir. Alors on préfère garder le pouvoir jusqu'à notre mort. C'est comme ça. Donc ce n'est pas adapté. Ce n'est pas adapté à cet homme-là. Pour éviter cela, l'Albanie a décidé d'engager un AI, une intelligence artificielle, pour pouvoir pointer qui est en train de tricher, qui passe de l'argent à ses cousins, qui en passe à ses neveux et autres, et pour arrêter cela. Maintenant, le plus grand débat ici, c'est que cette intelligence artificielle est enceinte. Maintenant, qui a enceinté l'intelligence artificielle? Qui a enceinté l'intelligence artificielle? Qui a 83 enfants. Donc, l'intelligence artificielle attend 83 enfants. Et le gouvernement s'y attend aussi à travers le président de la République. Alors, quels seront les objectifs de ces enfants? L'objectif des enfants de l'intelligence artificielle, quand ils seront nés, seront de devenir assistants numériques. C'est-à-dire assister aux séances préliminaires, prendre des notes et résumer les débats, suggérer les arguments et les points de discussion et aider les députés à gérer leurs tâches quotidiennes jusqu'en 2026. L'Albanie devient le tout premier pays à user de l'intelligence artificielle pour établir un ministre pour le contrôle. Où va-t-on? Point d'interrogation. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Le Niger qui augmente le salaire des gens, le salaire minimum a augmenté, a haussé, c'est une très bonne nouvelle ou pas? Le Venezuela a-t-il raison de déclarer persona non grata la première ministre de Trinité et Tobago? Donald Trump menace Poutine. Poutine réplique très rapidement avec force et ferveur. C'est chaud, ça bouge encore une fois. On en a parlé il y a 2 jours. Je crois qu'il est essentiel qu'on essaie de décortiquer un tout petit peu ce qui se passe. Monsieur Poutine dit qu'ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur des États-Unis d'Amérique. La Russie ne fléchira jamais le genou devant qui que ce soit. C'est une nation respectable. Monsieur Poutine dit les nations respectables ne prennent jamais de décisions sous pression. Parlons ainsi de la pression qui est actuellement appliquée par Donald Trump. Il a aussi mis en garde monsieur Trump, disant « Si vous osez donner les missiles de long range à l'Ukraine, vous en subirez les conséquences directement. » C'est chaud. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. Avant de commencer, est-ce que je peux vous demander de faire ça? Faites ça s'il vous plaît. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. C'est fait. Merci. Nous sommes encore une fois en Russie et c'est chaud cette fois-ci. Monsieur Trump a commencé par dire qu'à chaque fois que je parle à Vladimir Poutine, les conversations sont bonnes, mais elles n'aboutissent à rien. Cela dénote clairement d'un ras-le-bol, d'une fatigue chronique de dealer avec une personne qui paraît difficile. Est-ce que monsieur Poutine est difficile? Ou monsieur Poutine n'est simplement pas en train de se courber sur tout ce que monsieur Donald Trump demande? Monsieur Trump vient de frapper la Russie et a visé les 2 grandes compagnies pétrolières qui contribuent, selon le secrétaire général américain du Trésor, à la machine de guerre du Kremlin, c'est-à-dire 110 milliards de dollars par an de production. On parle ici de Rosneft et Lukoil, les 2 plus grandes compagnies de production de pétrole russes, sont ciblées dans les sanctions. Vous vous dites certainement que ce n'est pas nouveau. Ah si, c'est très nouveau. Ceci n'avait encore jamais été tenté dans le passé. En effet, même avec son prédécesseur Joe Biden et les Européens, ils avaient encore jamais essayé de sanctionner les compagnies de pétrole. Pourquoi? Pour une raison bien claire. La Russie étant la 3e plus grande productrice
de pétrole dans le monde, elle est très nécessaire dans la circulation et l'équilibre pétrolier dans ce monde. C'est-à-dire, si vous sanctionnez la Russie et que personne ne puisse acheter ou vendre le pétrole russe, qu'est-ce qui risque de se passer? Il n'y aura pas assez de pétrole qui coule dans le monde entier à suffisance. Ce qui se passerait, c'est que le prix du pétrole va grimper drastiquement. Ça deviendra beaucoup plus cher. Parce que je vous rappelle ici que quand le prix du pétrole grimpe, le prix de tout grimpe. La nourriture, la boisson, les habits, le comptoir, tout. Pourquoi? Tout ce qu'il y a comme marchandise a besoin de pétrole pour circuler. Le déplacement et tout le bazar, on a besoin de pétrole. Les bateaux, les navires, les avions, on a besoin de pétrole. Donc la Russie étant sanctionnée, il n'y aura pas assez de pétrole disponible dans le marché. Comment les sanctions se traduisent pour les acheteurs? Alors M. Trump voulait sanctionner pas seulement le pétrole, il voulait aussi sanctionner ceux qui achètent le pétrole. Donc des sanctions secondaires. On voit ici pour les acheteurs, comment seront-ils affectés? Les acheteurs ne pourront malheureusement plus utiliser les banques traditionnelles pour faire leurs achats directement à Rosneft ou Lukoil. C'est-à-dire comme c'était fait rapidement, on écrit juste un nombre et on envoie de l'argent. Ça ne se fera plus comme ça. Il se faudra se faire de manière alternative. Et alternativement, jusque-là, c'est encore très compliqué. Cependant, des banques indiennes et chinoises, évidemment, veulent faciliter ces transactions avec les entités russes. Mais ces banques, désormais, seront aussi sanctionnées par les Américains. Donc, quel pays veut être sanctionné par les Américains aujourd'hui? Aucun pays, même pas la Chine, ni l'Inde. Donc, déjà, la Chine, qui est soutien fervent de la Russie, a retiré certains achats de la Russie. Malheureusement, jusque-là. Voilà pourquoi la pression est réelle et M. Poutine réagit. Sinon, il ne réagirait pas. En effet, Trump et Poutine étaient censés se rencontrer à Budapest pour aller avoir une discussion sur comment finir la guerre. Évidemment, ces discussions se passent entre les deux. Les Européens ne sont pas inclus et ils n'aiment pas ça. Le Premier ministre anglais, Macron et tout le bazar n'aiment pas le fait que Trump essaie de discuter avec Poutine tout seul. Poutine, lui, au revers, le fait lui-même parce qu'il veut prouver au monde qu'il en est capable. Ayant déclaré déjà dans le passé qu'il était le meilleur négociateur du monde, il voudrait surtout ne pas manquer cette opportunité de démontrer au monde de quoi il est capable. Et aussi, vous savez, Poutine voudrait avoir le prix Nobel de, je sais pas, de paix ou, enfin bref. C'est ça. Donc, pour lui, il souhaiterait le faire tout seul. Mais jusque-là, ça paraît pas facile du tout. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles on a annulé ce sommet de conversation entre Poutine et Trump? Je vous rappelle qu'ils en avaient eu déjà en Alaska pour essayer de discuter, trouver la fin. Maintenant, ils étaient censés se rencontrer à Budapest. Quelles sont les raisons pour lesquelles cette histoire a échoué? C'est très simple. C'est parce que M. Poutine a l'impression que M. Trump ne l'écoute pas. Vladimir Poutine a bien dit lui-même qu'il pense sincèrement que M. Trump cherche la paix. Mais il pense aussi que M. Trump ne l'écoute pas. C'est-à-dire ne comprend pas tout à fait ce qu'il est en train de dire. Alors de quoi parle-t-il là? Les Russes ont des conditions pour la paix. Avant de passer à la paix, il y a des conditions. Condition numéro 1. Contrôle total du Donbass, Donetsk. Les Russes veulent contrôler le Donbass. La Russie exige que toutes les régions de Donetsk soient cédées avant toute négociation de paix. Donc, que les Ukrainiens cèdent. Reconnaissance des territoires annexés. Moscou veut réclamer la reconnaissance internationale de son contrôle sur les territoires tels que la Crimée, qu'ils ont pris en 2014, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia et Kherson. Évidemment, ce sont des régions qui sont reconnues comme des régions russophones et les Ukrainiens seraient hostiles à ces régions d'après les Russes parce que d'après eux, ces gens-là sont plus pro-russes qu'ils ne sont pro-ukrainiens. La Russie veut la démilitarisation de l'Ukraine. C'est-à-dire l'Ukraine doit réduire sa capacité militaire désormais et cesser de recevoir des armes occidentales. Parce que ceci, évidemment, est perçu comme agressif à l'égard de la Russie. Une clause de neutralité. L'Ukraine doit s'engager à ne jamais rejoindre l'OTAN. Jamais. Il doit vous brûler sur œuvre de l'OTAN. Jamais. Et jamais, ni jamais héberger quoi que ce soit comme base militaire étrangère. L'Ukraine ne doit pas rejoindre l'OTAN, ni héberger une base militaire quelconque de l'étranger. Parce que je vous rappelle ici que si on plaçait une bombe atomique dans les éléments nécessaires à partir de Kiev, c'est 5 minutes pour atteindre Moscou. Donc il n'y a vraiment pas de moyen de défense. Alors les Russes ne veulent pas percevoir ça. Je vous rappelle qu'avant les années 90, l'Ukraine faisait partie de l'URSS. Et avec le temps, après les négociations échouées de Berlin, contrairement à leur promesse initiale, l'OTAN a commencé à gagner du terrain et à prendre des pays et tout le bazar. Et la Russie perçoit que l'OTAN n'a pas été honnête par rapport à ça. Même si l'OTAN a dit qu'ils n'avaient jamais signé de contrat, c'était un accord oral. Alors, 2 grandes entreprises russes ont été sanctionnées. Ça sera dur pour la Russie. M. Poutine l'a reconnu. Il dit ça sera dur, mais on ne s'inclinera pas.
On n'a pas peur, nous sommes une nation respectable et aucune nation respectable ne prend des décisions sous pression. Donc on ne le fera pas du tout. La réponse de Poutine est claire. Après les sanctions américaines contre Rosneft et Lukoil, Poutine a dit les sanctions sont sérieuses pour nous, mais nous ne plierons pas sous pression de l'Occident. Il a aussi dit, encore une fois, après la question qui lui a été posée par un journaliste, qu'au cas où M. Trump désirait donner les armes aux Ukrainiens. Parce qu'évidemment, on connaît M. Trump n'est pas le genre de personne à vouloir plier bagage dans les négociations. Il veut toujours gagner. Il applique toujours la pression. Son ego est surdimensionné. C'est une personne qui ne sait naturellement pas reculer, à moins qu'on le pousse à le faire. Alors, M. Trump, dans le passé, a refusé de donner des armes de longue portée à l'Ukraine. Bien que les États-Unis aient donné des attaques et d'autres missiles. ATACMS sont à 300 km de portée. Les Anglais ont donné des Storm Shadow à 350 km. Il y a eu Harpon à 286 km. Mais Tomahawk américain, que les Ukrainiens veulent désespérément, peut tirer jusqu'à 1800 km à l'intérieur de la Russie. M. Trump, bien qu'il ait eu des conversations selon lesquelles il exploitait la possibilité de donner ses armes à l'Ukraine, il n'a jamais vraiment été sérieux par rapport à ça. Et maintenant, on pense que puisqu'on vient de sanctionner la Russie et que Trump n'aime pas les gens qui lui résistent, il essaie de frapper encore plus dur. Alors dans ce cas, ira-t-il au point d'autoriser l'Ukraine de faire usage des Tomahawk et frapper à l'intérieur de la Russie? M. Poutine a été très clair par rapport à ça. Si ça arrive, il y aura des conséquences effroyables. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Qui raconte de bobards dans cette histoire? A-t-il raison, M. Trump, de prendre des décisions que ni son prédécesseur, ni les Européens n'ont pris jusque-là? Sommes-nous en train de nous voir très vite courir vers une inflation inouïe, les hausses des prix, des difficultés d'achat et beaucoup d'autres histoires? Est-ce que vous pensez que ça en valait la peine dans une guerre qui dure plus de 3 ans maintenant? Pensez-vous peut-être que c'est la seule façon de faire venir M. Poutine autour d'une table de négociation? Faudrait-il aussi ignorer les demandes de M. Poutine qui sont très claires? Les demandes fondamentaux, la reconnaissance des territoires annexés, tels que le contrôle de Donetsk, la reconnaissance des territoires annexés, la démilitarisation de l'Ukraine, les clauses de neutralité de l'Ukraine, c'est-à-dire pas d'OTAN et pas de base militaire étrangère, où il faudrait simplement continuer tel que Donald Trump le veut. Est-ce que vous pensez peut-être que la raison pour laquelle on en est arrivé là, c'est parce que M. Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, est habitué à faire les choses comme lui il veut et n'est pas habitué à avoir des gens qui lui résistent? Alors là, peut-être serait la justification pour laquelle il a fallu faire quelque chose que personne d'autre n'avait encore fait dans le passé pour asseoir sa force et son pouvoir. Avant de partir, laissez votre commentaire évidemment, c'est très important. On vous connaît très intelligent. S'il y a une partie qu'on a oublié de citer, peut-être des angles différents que vous avez, faites-nous savoir, nous sommes très intéressés. Une communauté doit être régie par des lois, des dispositions qui aident la communauté à avancer. Vous savez la raison pour laquelle les gens souffrent en Afrique? On ne comprend pas pourquoi il y a tellement de méchanceté, de jalousie. Vous êtes souvent étonné de voir que vous avez des voisins absolument abrutis. C'est parce que la communauté n'a pas été élevée sur le plan moral. La moralité est très bonne, le civisme. Et le civisme, je pense, dans un pays doit être imposé, surtout en Afrique. Il faut forcer à l'Africain l'étude du civisme. Je répète, il faut forcer l'étude du civisme et l'appliquer de force. C'est ça. Il y a un pays, je crois, c'était en RDC, quand le président Laurent Désiré Kabila est arrivé au pouvoir. La RDC, c'est pas facile, vous connaissez. À l'époque, je pense que les gens rentraient dans une voiture, taxi, à 18. Écoutez, j'exagère un peu, mais vous comprenez de quoi je parle. Beaucoup de gens, des mamans, des gens avec des gros bassins, donc bouge-toi, je veux m'asseoir. C'était un choc. À l'arrivée de M. Kabila, Laurent Désiré Kabila, il a forcé qu'il y ait au maximum 4 personnes dans un véhicule. Plus de chauffeurs, 4 personnes seulement. On pouvait avoir dans des voitures normales, on pouvait avoir 12 personnes à l'intérieur, facilement. 4 personnes forcées pour entrer dans une voiture. Et à chaque voiture qu'on retrouvait avec plus de 4 personnes, on chicotait le driver. Oui, on chicotait le chauffeur au ventre. Ça a appelé la discipline. Et c'est comme ça qu'il faut traiter les gens parce que malheureusement, dans ces côtés du monde, les gens ne sont pas disciplinés. Ils sont très indisciplinés. Et avec le temps, ça a amélioré la situation des RDC, des Congolais, jusqu'à sa mort. Maintenant, le Burkina Faso a tout à fait compris cette histoire. Avec M. Ibrahim Traoré, encore une fois, voilà pourquoi on dit aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. M. Traoré a fait fort. Il y a eu un changement de loi, quelques lois ont été adoptées. On va essayer d'aller très rapidement pour voir comment ça va impacter le Burkinabé. Et quelles sont les leçons qu'on peut attirer de cette histoire? Encore une fois, quand on parle de géopolitique ici, ce n'est pas pour objectif de donner des informations. Ce n'est pas ça. Vous pouvez aller regarder à la télé les informations. Ici, ce qu'on vous donne comme élément, c'est pour nous servir de thermomètre pour d'abord se mesurer soi-même et aussi établir des ponts sur comment on va avancer dans la vie. Les lois ont été établies d'abord
sur le mariage, c'est-à-dire à quel âge on peut se marier. Secondo, la polygamie. Est-ce qu'on peut épouser plusieurs femmes à la fois? Ok. Est-ce qu'on peut commencer avec une femme et finalement vouloir, ok, j'en veux 2 ou 3. Il y a une loi sur la moralité. Il y a des choses qu'on peut faire en public ou pas. Donc, je pense que c'est important pour les adultes d'être redressés de la sorte. En Afrique, c'est très important, surtout francophone. Il y a une nouvelle loi sur les papas, c'est-à-dire les hommes qui aiment les hommes, les femmes qui aiment les femmes. Il y a une loi sur les étrangers. Peuvent-ils avoir la nationalité burkinabé? Comment peut-on évoluer avec ça? Il y a une loi sur comment un Burkinabé peut perdre sa nationalité. Ah oui. Il y a une loi sur l'héritage. Qui peut gagner l'héritage de son père et qui ne peut pas? Surtout en Afrique, quand il y a plusieurs femmes. Qu'est-ce qui se passe généralement? On va aller très rapidement pour jeter un coup d'œil. Premièrement, c'est la loi sur l'âge de mariage. 18 ans. 18 ans pour les deux genres, les deux sexes. Au minimum 18 ans pour se marier. Dans le passé, il s'agissait de 20 ans, mais il y avait aussi des cas où des gens se mariaient beaucoup plus jeunes. Évidemment, c'est un peu partout en Afrique. Ça dépend des tribus. Dans certains endroits, on veut qu'on se marie jeune. Et le concept de se marier jeune, vous remarquerez que les Africains dans le passé étaient beaucoup plus matures que les Africains aujourd'hui. Ah, ça, je le dis c'est clair. À l'époque, vous remarquerez, Thomas Sankara était dans la trentaine, Lumumba dans la trentaine, tous ces personnages-là qui ont joué des jeux très importants en Afrique étaient dans leur trentaine, très jeunes, en train d'évoluer, d'avancer, et voilà, d'influencer un changement radical. Regardez une personne de 30 ans aujourd'hui. Regardez un jeune Zaïrois de 30 ans, vous serez choqué. Regardez un Camerounais de 30 ans, vous serez choqué. Regardez un Burundais, un Gabonais de 30 ans. Vous pensiez que je m'attaquais aux Congolais et aux Camerounais. Enfin, regardez généralement en Afrique en 30 ans. À 30 ans, on n'a pas beaucoup d'éléments. Comparé à eux, ceux-là, c'est le jour et la nuit. Madame Winnie Mandela, à l'époque, avait 18 ans quand elle était déjà leader d'un groupe de personnes en Afrique du Sud. 18 ans d'âge. Regardez une fille de 18 ans aujourd'hui en Afrique. Ça n'a absolument rien à voir avec tout ça. Elle est certainement là en train de se maquiller, de faire une vidéo sur le maquillage ou un truc comme ça. Donc les gens dans le passé étaient beaucoup plus forts. Et les gens pouvaient se marier sans difficulté. Moi j'ai entendu parler des histoires, ma mère qui me racontait que ses amis étaient mariés très jeunes, à 15 ans. Aujourd'hui, quand vous regardez une fille de 15 ans, vous dites, mais écoutez, comment est-ce possible ? Je ne sais pas s'ils ont été fabriqués différemment dans le temps, mais c'est vraiment différent. En tout cas, aujourd'hui, c'est 18 ans. Minimum, 18 ans ou rien. Acceptable ou pas. Bravo au Burkina Faso. Y avait-il l'avantage de se marier jeune à l'époque? Eh bien, beaucoup de personnes pensent que se marier jeune est une bonne chose. Pourquoi? Parce que ça prévient d'avoir des coups émotionnels et mentaux avant de se marier vraiment. Parce qu'il faut réaliser qu'en réalité, quand on change de partenaire, parce que c'est ça le cas aujourd'hui, la jeunesse, tout le monde est dans la moule. Hein, on fait n'importe quoi pendant tout ce temps. Quand on a fini de faire son n'importe quoi, alors là, on veut se marier. Et quand on se marie, on apporte avec soi-même des bagages de son passé. Et on ne veut même pas parler de son passé. Généralement, on ne veut pas parler de son passé, c'est à cause de ce genre d'histoire. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, avec le Burkina Faso, l'âge minimum, c'est 18 ans. Le mariage forcé est criminalisé avec des peines pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison. Donc les mariages forcés où un enfant est pris quelque part pour être emmené ailleurs sans sa volonté, sans consentement, c'est 10 ans de prison. Bravo au Burkina Faso pour ça. Dans le passé, on voyait des mariages arrangés. Okay, les mariages arrangés, pour certaines personnes, n'étaient pas tout à fait mauvais parce que d'après eux, ça leur prévenait encore une fois ces dommages intérieurs. Et dans certains cas, moi j'ai vu un couple moi-même, un couple vieux, qui disait, nous on s'est mariés, on s'est jamais connus dans le passé, on n'était pas copains et copines, boyfriend, ça n'a jamais été notre truc. C'est-à-dire, la famille de l'homme est partie voir la famille de la femme, proposer leur enfant. La famille de la femme a dit, ok, on veut de lui. Okay. La famille de l'homme a aimé, l'homme et la femme se voyaient dans le quartier, mais en fin de compte, ils sont mis ensemble dans leur mariage, c'est à peine qu'ils ont commencé leur intimité. Est-ce une bonne chose ou pas? Mais en tout cas, quand je les ai vus, je pense qu'ils avaient la late soixantaine, tout ça. Il m'a dit la vérité, on s'est mariés comme ça. Et on est très heureux de l'avoir fait. Est-ce bien ou pas? En tout cas, au Burkina Faso, le mariage forcé est interdit. Dans leur cas, est-ce un mariage forcé? Je ne sais pas. C'est un mariage arrangé, plutôt. Ce n'est pas un mariage forcé. Désormais, les mariages religieux et traditionnels sont reconnus par la loi. C'est une bonne chose ou pas? Bravo au Burkina Faso. C'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'histoires qui se passent. Parce que généralement, quand on se marie traditionnellement seulement et qu'on n'a pas été au bureau de l'État, ce qui se passe généralement, c'est quoi? Dans certains endroits en Afrique, certaines tribus en tout cas, qui ne se respectent pas, il faut le dire, ils viendront chercher la femme et lui retirer tout ce que l'homme avait comme bien. Son argent, sa maison. On chasse la femme de la maison, parce que le papa est mort. Même si elle avait 12 enfants, qu'elle sorte de la maison. On prend tout. Ce sont des choses qui peuvent vous choquer si vous avez un cerveau normal. Moi, ça m'a choqué une fois parce que j'ai vu un proche de ma famille qui a été victime de ce genre d'histoire. Okay? Son mari décédé, les gens de sa famille sont venus à la maison tout prendre. Jaquette, pantalon, ceinture, téléphone, tout. On a tout pris. D'ailleurs, j'étais tellement énervé, je voulais me lever et m'opposer à cette histoire. Et un cousin me dira, écoute, papa, laisse tomber. Faut laisser. Laissez toutes ces personnes prendre ce qu'ils ont envie de prendre, qui partent. Et qu'en fin de compte, elles soient libres. C'est choquant. Pensez à l'enfant qui voudrait garder une chemise de son père, partie. La montre de son père.
un élément sentimental. On lui ravit de force par des gens qui sont peut-être ennemis de son père, mais membres de sa famille. Et ce sont des gens qui ne comprennent malheureusement pas la valeur sentimentale des choses. Ils vont aller vendre ça dans le marché parce qu'ils sont pauvres. Parce que les gens qui ont de l'argent, généralement, n'ont pas le temps de faire ce genre de bêtises. C'est ça. Donc, désormais, au Burkina Faso, les mariages traditionnels et autres sont reconnus par la loi. Donc tu ne peux plus partir dans la maison de quelqu'un dire bon voilà mon mari ou mon frère qui est décédé, on va prendre non fini. On va respecter madame, respecter les enfants et l'héritage comme ça se doit. Que papa soit présent ou mort, l'héritage appartient à sa femme et ses enfants comme c'est reconnu. Le Burkina Faso choisit encore une nouvelle loi sur la monogamie. Okay? C'est très intéressant parce que c'est une loi qui va changer beaucoup de choses. C'est-à-dire, désormais, si vous avez une femme, si vous êtes marié dans un système de monogamie et qu'il vous arrive dans le futur de vouloir une autre femme, vous ne pouvez pas le faire. Donc, tu ne peux pas transformer ton histoire de monogamie à polygamie comme le font beaucoup de gens quelque part ici. De monogamie. En fait, comment ils font? Généralement, ils racontent des bobards et toutes les sucreries à la femme pour qu'elle soit intéressée. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où elle est mariée? Elle a 2 ou 3 enfants. Alors là, on impose une autre femme. Parce qu'à 2 ou 3 enfants, généralement, les choix deviennent divisés par 7, n'est-ce pas? Et aussi, surtout, si c'est une femme qui vit dans les conditions où elle dépend totalement de son mari sur le plan financier, elle commence à réfléchir. Comment je quitte un mari avec ses 2 enfants sans argent? Ça devient compliqué. Alors là, ma femme est obligée d'accepter une autre femme. Au Burkina Faso, c'est interdit. C'est-à-dire, si tu as commencé dans la monogamie, il faut continuer là-bas. Il faut rester là-bas il faut rester là-bas. Sinon, si tu as besoin de le faire, dans ce cas, il faudrait discuter avec votre épouse. Il faut avoir une conversation et avoir son agrément, son consentement. Elle va dire, ok, d'accord, je suis partante, va chercher une autre femme pour m'aider. Et je pense que c'est elle qui choisit la deuxième femme ou quoi. Bravo pour ça. Comme ça va empêcher tous les ivrognes et les voyous qui se lèvent d'un jour du matin aller chercher une autre femme pour faire souffrir la précédente, prétextant que tu n'as plus la beauté que tu avais dans le passé, tout ça, il n'y a pas de valeur. C'est n'importe quoi. Félicitations à cette nouvelle loi. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de conversion rétroactive. Interdit d'ajouter un autre conjoint à un mariage civil monogame après coup. Non, ce n'est pas accepté. Donc, le Burkina Faso a une nouvelle loi sur les activités menaçant les valeurs familiales. Activités menaçant les valeurs familiales. Quelles sont ces activités? Vous avez bien imaginé précédemment, on a parlé des papas. Okay? Les papas sont interdits. Les mamans ici. Mettez pas vos niaches ensemble, ne cherchez pas... Non, c'est interdit au Burkina Faso. Si on vous arrête, amende de 3 000 à 15 000 euros et 5 ans de prison. Donc 5 ans de prison, 15 000 euros d'amende. Et si vous êtes étranger qui portez un passeport européen pour aller faire des histoires bizarres au Burkina Faso, on vous jette d'abord 5 ans en prison, vous payez les 3 000 euros et puis on vous refoule. Bravo au Burkina Faso, quoi. C'est injuste ou pas? Enfin, bref, ça dépend. Si ce sont les activités que vous aimez, dans ce cas, il faut respecter la loi quand vous partez chez les gens. Ok? Les Africains, pour la plupart des cas qui sont polygames, n'ont pas le droit d'aller vivre en paix dans leur polygamie en France, en Belgique ou aux États-Unis, n'est-ce pas? Parce qu'ils respectent la loi. Ils risquent d'être arrêtés s'ils font ce genre d'histoire. Dans ce cas, pourquoi ne pas respecter la loi des Burkinabés s'ils veulent pas ces genres d'activités? La loi est dure quelquefois, mais c'est comme ça. Beaucoup respectent la loi quand ils vont à Dubaï, à Abu Dhabi ou en Arabie Saoudite. Pourquoi ne pas en faire autant au Burkina Faso? Le Burkina Faso ne rigole plus avec sa nationalité. Donc, il y a une façon d'acquérir la nationalité burkinabé. Il y a aussi une façon de la perdre. Okay? Les étrangers qui veulent la nationalité burkinabé, ils doivent attendre au moins 5 ans après le mariage pour faire leur demande de nationalité. Et aussi, il y a des raisons pour lesquelles on perdrait la nationalité. Quelles sont ces raisons? Pourquoi le Burkina Faso pourrait te retirer sa nationalité? Le Burkina Faso te retire sa nationalité en cas d'acquisition volontaire d'une autre nationalité. Donc, si vous partez ailleurs, vous prenez une nationalité sans informer les autorités, vous perdez votre nationalité immédiatement. Donc, un citoyen burkinabé qui acquiert volontairement une autre nationalité sans informer le gouvernement peut perdre sa nationalité burkinabé. Toutefois, la double nationalité est généralement autorisée à condition qu'elle soit déclarée et enregistrée. Service dans une armée ou gouvernement étranger. Vous savez, généralement, il y a des gens qui vont travailler pour des armées comme mercenaires, hein. Si pas mercenaires, je sais pas comment vous les appelez. Même la France a une unité qu'on appelle Foreign Legion, légion étrangère, où on recrute des étrangers qui vont combattre pour les intérêts français en Afghanistan, partout ailleurs dans le monde, même en Ukraine. L'objectif, c'est simple, ils vont acquérir la nationalité française et aussi être bien payés, parce qu'apparemment, ils sont bien payés. Donc, les citoyens qui servent dans une armée ou gouvernement étranger sans autorisation préalable peuvent avoir leur nationalité révoquée, surtout si le pays est hostile au Burkina Faso. Donc, c'est ça. Voilà ce qui se passe au Burkina Faso, les amis. On l'a dit encore une fois. Est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce qu'il faut laisser le peuple bouger comme des chèvres? Non. Un peuple peut devenir une population de chèvres si le peuple n'est pas encadré. Je répète,
Un peuple peut devenir une population de chèvres si le peuple n'est pas encadré. Donc il faudrait qu'il y ait un père qui dirige cette nation. C'est très important. Pas seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan moral, moralité. C'est très important. Surtout dans le continent. Et la francophonie. C'est-à-dire l'âge majorité au Burkina Faso, c'est 18 ans. Le mariage, c'est à 18 ans. La polygamie est autorisée seulement si c'est autorisé par la femme. L'homme ne peut pas changer des femmes ou en augmenter. C'est pas autorisé. Les hommes ne peuvent pas faire ces activités-là. C'est interdit. Si c'est fait, vous allez en prison. Un étranger qui est retrouvé au Burkina Faso en train de faire ce genre d'histoire sera mis en prison. Il paiera l'amende, ensuite refoulé. L'héritage va aller à la femme, même si elle n'est pas mariée au bureau de l'État. Donc, on peut avoir un mariage traditionnel et aussi enregistrer ce mariage traditionnel. On est protégé. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Pensez-vous que l'âge joue un rôle important en ce qui concerne la réflexion? God bless.